Merci. D'accord. Merci, monsieur Ouedraogo. Bonsoir à tous et à toutes. Tous ceux aussi qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir à vous. Alors, merci bien, monsieur Ouedraogo. Je vais répondre en même temps au fur et à mesure. Donc, monsieur Ouedraogo, pour ceux qui ont la signification voilà, de travaux en entreprise. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de couleur, on n'a pas vraiment de normes qui encadrent ou encore qui exigent que telle casse doit avoir telle couleur par rapport à telle autre casse en fonction peut-être de la fonction du travailleur. Non. Sauf que ce sont des choses qu'on introduit dans le monde du travail, par exemple, pour pouvoir aussi faciliter la reconnaissance, pour responsabiliser les gens et de pouvoir aussi connaître qui fait quoi. Sinon, en termes général, le rouge, on l'avait dit directement pour lors du cours passé, la couleur rouge, c'était beaucoup plus pour les HSE. Voilà, pour les HSE, pour les secouristes. Voilà, HSE, secouristes, tout et tout. Le blanc, généralement, c'est pour les responsables. Voilà, les responsables des travaux, peut-être les grands responsables, en tout cas, tout ce qui est responsable, généralement, ce sont eux qui doivent porter les couleurs blanches. Le orange, c'est pour les ouvriers. On n'a pas de petits ouvriers, mais bon, je pourrais dire peut-être les ouvriers, voilà, qui sont même à la production. Et le bleu, c'est pour les techniciens. Voilà, le bleu, c'est pour les techniciens. Le vert, ça c'est pour les agents de santé. Voilà, s'il y en a sur un site. Voilà, je pense que c'est un peu ça, hein. Le orange, généralement, c'est pour les grutiers. Voilà, les grutiers. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Maintenant, en termes d'esthétique, ça contribue aussi voilà, harmoniser entre difficultés. Difficulté comment les ouvriers, on décide de donner le casque orange. Donc, si vous faites cas, par exemple, de plus de 300 à 400, 500 employés, les commandes vont se faire plutôt en boucle. Voilà, donc avec un plus grand nombre, déjà, ça vous permet déjà de gagner beaucoup plus en termes de coûts au lieu que d'aller acheter en détail. Donc, si vous devrez aller acheter et puis on vous dit, par exemple, que le casque orange n'est pas disponible, donc, vous allez voir que ça va jouer sur votre fonctionnement. Ça va jouer. Donc, est-ce qu'on doit négliger la protection dans ce cas-là pour se concentrer beaucoup plus sur l'esthétique? Non. Donc, dans ce sens-là, voilà, vous allez voir aujourd'hui sur la plupart des sites, bon, on va dire que casque, c'est casque. Peut-être au pire des cas, on pourra faire une certaine différence avec les casques qui sont beaucoup plus fréquents, qui sont beaucoup plus accessibles. Le blanc, peut-être pour les responsables. Et le reste, là, ils pourront porter tout autre casque. Donc, voici un peu ce que je peux dire concernant donc la couleur des casques. Pour la deuxième question, si je me souviens bien, vous parlez du port du harnais. Si vous pouvez revenir un peu là-dessus. Voilà, ça concerne l'armée. Voilà, je disais que je voulais savoir à quel moment doit-on déclasser un harnais inutilisable, même s'il n'y a pas de défaillance physique, même si le harnais n'est pas détérioré, à quel moment peut-on le déclasser? D'accord. Merci. Alors, à quel moment doit-on déclasser le harnais? Donc, on rappelle, le harnais de sécurité, déjà, c'est un équipement de protection individuelle. Un équipement de protection individuelle, c'est tout équipement à titre individuel que le travailleur peut porter pour le donc, contre un risque. Donc, harnais, dans ce cas de figure-là, pour pouvoir déclasser un équipement de protection qu'on met déjà sur notre site. Et comment déjà ça va se percevoir déjà sur le site? On peut mettre déjà des procédures pour pouvoir déclasser les années ou encore tout autre pays, partant même de l'aspect visuel. Voilà, on sait que directement quand quelque chose, par exemple, est détérioré,
à la vue de tous, tout le monde sait que déjà c'est détérioré. Donc, c'est la première condition déjà pour pouvoir déclasser un EPI, un harnais dans sa généralité. Ensuite, si on veut rentrer dans les détails, le harnais, on va regarder beaucoup plus sur les coutures parce que c'est un ensemble de polyester qui est cousu pour pouvoir et conçu avec les arnaud, les boucles, des réglages, tout et tout, pour pouvoir arrêter quelqu'un, la chute de quelqu'un plutôt. Donc, vous allez regarder les coutures. Est-ce que les coutures sont défaites? Est-ce que les anneaux ne sont pas cassés? Est-ce que les boucles de réglage ne sont pas fissurées? Ce sont ces petites choses-là que vous allez checker pour pouvoir assurer la continuité de l'utilisation du harnais. Deuxième chose, si l'harnais, déjà que c'est un stoppeur de chute, s'il a déjà stoppé la chute de quelqu'un, même s'il n'est pas détérioré par l'aspect visuel, obligatoirement, il faut le déclasser. Pourquoi le déclasser? Parce qu'on se dit que en ce moment, l'année a perdu déjà toute son efficacité. S'il arrive à retenir quelqu'un à une chute libre au moins de 90 kg, 80 kg, donc souffrons vraiment de comprendre que ce harnais-là vraiment perd voilà, son efficacité. Donc, pour des mesures de sécurité, obligatoirement, on déclare ce harnais-là. Voilà. Si les harnais étaient utilisés dans le cadre d'une chute, on peut décider, par exemple, chaque 1 an, il faut qu'on déclasse tous les harnais par mesure de sécurité. Donc, voici un peu les éléments de réponse pour M. Ouedraogo. Ok, merci. Bien reçu. Merci, M. Ouedraogo. Par ailleurs, est-ce qu'on a d'autres questions? Questions, sinon un bref rappel de ce qu'on a vu. Questions sur ce qu'on a vu, des questions de généralité. Ensuite, est-ce qu'il y a on peut avoir un bref rappel de ce qu'on a vu au cours passé? D'accord, donc en attendant, on va poursuivre. Donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre inquiétude. Donc, aujourd'hui, nous devrons donc discuter. J'espère que tout le monde arrive à voir le support qui est partagé. Induction HSE, est-ce que tout le monde arrive à confirmer? OK. Programme donc de formation, normalement pour le début donc de cette cohorte-là. Nous sommes déjà au thème donc du premier mois qui se termine avec le programme en ligne aujourd'hui, 30 novembre, termine avec le cours donc sur l'induction et la minute de sécurité. Avec ceux qui suivent en présentiel, nous avons pu terminer avec la lutte contre l'incendie aujourd'hui. Donc, ça s'inscrit toujours dans la continuité donc de notre métier. Donc, partant de l'identification, ensuite la reconnaissance, l'analyse, l'évaluation et la proposition même des équipements de protection, qu'ils soient individuels donc, ou collectifs. Donc, très rapidement, on avait vu déjà les équipements de protection individuelle comme tout équipement déjà à titre individuel qui peut protéger un individu contre un seul risque identifié. Et de base, ça sera des équipements déjà qui peuvent protéger des points sensibles sur le corps, notamment la tête, comme tout ce qui est comme cognement, etc., des chutes d'objets. L'œil, parce que l'œil est très fragile et très, très sensible. On a le nez, parce qu'on a vu qu'à travers d'autres produits chimiques, on a 3 voies d'accès dans notre organisme, c'est-à-dire la voie digestive, la voie respiratoire et la voie cutanée. Donc, tous ces points sensibles seront protégés avec donc, les masques
le gilet réfléchissant aussi avec les bandes réfléchissantes, la chaussure de sécurité avec toutes ses spécificités et enfin la combinaison donc, de travail qui dans d'autres cas seront des EPI s'ils sont habilités donc à pouvoir combattre un risque ou dans d'autres cas la tenue de travail qui va nous protéger contre les salissures. À côté des équipements de protection donc, individuels, puis les équipements de protection, la prévention qu'on avait vu récemment, qui est protection collective donc de l'ensemble. Alors dans ce cas de figure-là, on a vu que les équipements de protection collective sont régis par des principes. Et le premier principe déjà, c'était le principe donc quoi, de protection par éloignement. Comment éloigner? C'est-à-dire on va baliser ou encore on va éloigner déjà toute la population environnante ou tout autre groupe de travailleurs en balisant la zone pour les informer que, attention, il y a un danger qui se trouve ici, attention, nous sommes en plein travaux. Ensuite, le principe donc, de protection collective donc, par obstacle, qui consiste donc à mettre un obstacle pour éviter donc, de passer donc, par le bord. C'est-à-dire au niveau des escaliers, au niveau, on va mettre des rampes, on va mettre des garde-corps lorsqu'on est sur la dalle, etc., etc. Et le principe donc de protection par atténuation qui vise à atténuer donc tout ce qui est comme une nuisance en entreprise. Et on termine maintenant par le principe maintenant du cadenassage qui va consister beaucoup plus dans d'autres termes. On a utilisé le mot consignation, qui va consister donc à éviter donc la mise en marche d'un équipement si nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors donc, toujours pour répondre à ce que la réglementation dit à l'employeur, il doit être capable donc d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, identifier, mettre en place un plan de prévention à travers les équipements de protection individuelle et collective. Et il doit passer par ce qu'on appelle quoi? L'information et la formation et encore la sensibilisation. Donc aujourd'hui, on arrive à voir donc deux thèmes qui sont importants et qui font l'induction QHS, de très très petits supports. Monsieur Barry à la main levée, s'il nous reçoit, merci d'ouvrir votre micro. D'accord, bonsoir, M. Badon, bonsoir, chers participants. Merci pour ce détail. J'aimerais revenir sur les équipements tels que les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage. Est-ce qu'ils font partie des EPI ou bien ils font partie des IPC? Merci, Monsieur Barry. Merci. Donc, permettez-moi en même temps de poser la question à tout le monde. Si on reste dans la définition d'équipement de protection individuelle, est-ce que, à nos yeux, la bouée donc de sauvetage peut être considérée comme un équipement de protection individuelle? Question? Volontaire? Monsieur Ouedraogo a le micro ouvert. Si c'est pour la parole, vous pouvez aller. Bon, me concernant, je dirais que la bouée de sauvetage est un équipement de protection individuelle. Donc, la bouée de sauvetage est un équipement de protection individuelle. Et pourquoi c'est un équipement de protection individuelle? Bon, je dirais que toute personne peut l'utiliser, mais on l'utilise pour Oui. sauver une personne. Mm. De quel type de risque? Monsieur Risque de Drago a le noyade. micro ouvert. Risque de noyade, si c'est pour un ajout, allez-y.
Oui. Alors, Oui, nous vous recevons 5 sur 5. ok. Bon, moi, je répondrai un peu dans le sens posé, disant que le bouée de sauvetage est un équipement de protection collective. Oui, Du fait que chaque employé ne peut pas en disposer. Parce que c'est un équipement qui est un peu, voilà, un peu particulier. Un oui, peu particulier. Voilà, c'est pas comme les gants, c'est pas comme les lunettes, que chacun peut en posséder à son niveau et c'est l'utiliser ça. quand il a besoin. Oui, c'est Merci, réservé pour Monsieur des Tabo. points spécifiques. Oui, merci. Merci. Donc, voici aussi encore une autre ouverture, voilà, qui vient confirmer, ou du moins, c'est encore qui vient euh, nous permettre encore d'approfondir notre compréhension sur quand on parle d'équipement de protection, qu'il soit individuel ou collectif. Allez-y, Monsieur Drabo, si c'est pour prendre la parole. Le Non, non, micro. c'est bon. OK, Ok. merci. Merci. Autre proposition? Sinon, déjà, si on reste concentré beaucoup sur la définition d'un équipement de protection individuelle, on a vu que quand on parle d'équipement de protection individuelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout équipement qui est destiné à quoi? À un individu et qui doit le protéger contre un risque. Donc, tout objet ou encore tout équipement qui reste dans cette définition-là sera automatiquement considéré comme un équipement de protection individuelle. Alors, si on revient déjà avec la proposition de M. Ouedraogo, dans ce cas de figure, pour quelqu'un déjà qui travaille soit sur un barrage, si on prend le barrage de Tanguin par exemple, l'eau du barrage, il peut servir à d'autres choses, mais dans notre contexte, il va représenter un danger. Pourquoi un danger? Parce qu'on a vu que le danger, c'est toute menace qui a un potentiel de créer des dommages. Donc l'eau, on utilise l'eau pour boire, pour faire d'autres choses. Mais tant que il peut entraîner donc des dommages, l'eau dans ce cas de figure-là sera considérée comme quoi? Un danger. Quels sont les dangers, plutôt les risques donc liés soit à une exposition donc à l'eau? On peut se noyer et dans la noyade, la mort même peut s'en suivre, etc., etc. Donc, voici ces risques-là. Donc, quand je porte la bouée de sauvetage, par exemple, soit lorsque je suis dans la pirogue, je suis sur le bateau, ou encore même si je suis au bord, c'est pour éviter que si je me noie, pas pour éviter dans ce cas de figure, si je me noie, la noyade sera consommée, sauf que je vais flotter sur l'eau. Mais toujours est-il que je serai sur l'eau. Donc, ça signifie que la bouée de sauvetage va me protéger contre le risque donc, de la noyade. Donc, dans ce cas de figure-là, la bouée de sauvetage peut être considérée comme un équipement de protection individuelle. Donc, si on porte le casque naturellement, ça nous protège contre un risque. C'est à titre individuel la bouée de sauvetage. Donc, je réponds en même temps à l'ouverture de M. Drabo. Donc, la bouée de sauvetage, donc, ça sera comme un vêtement qu'on va porter. Donc, c'est individuel. Même si l'entreprise, par exemple, ne peut pas à disposition de tout le monde, mais ce n'est pas collectif. C'est beaucoup plus individualisé. C'est chaque personne qui pourra peut-être porter donc sa bouée et ça va contribuer donc à diminuer en fait la gravité même de la noyade parce que vous serez là en train de flotter sur l'eau. Est-ce que M. Barry, oui, c'est M. Barry qui avait posé la question. Est-ce que c'est bon à son niveau? M. Esaïe, M. Drabo. OK. M. Barry, c'est bon à votre niveau? Je n'arrive plus à revoir M. Barry. Est-ce qu'il nous reçoit? Oui, monsieur Barroso, j'ai dit c'est bon. Merci beaucoup. OK. Merci, merci. Donc, on pourra poursuivre. Donc aujourd'hui, nous allons discuter autour de l'induction HSE. Voilà. Et quand on parle d'induction, déjà, qu'est-ce que c'est?
Déjà, on sait que le lieu de travail, c'est le lieu destiné à quoi? À l'implantation des postes de travail. Et une entreprise, déjà, regorge encore plusieurs euh, potentialités en termes. Et ce qui nous rassemble donc en entreprise, c'est l'activité professionnelle. Donc, quand on est HSC, on est responsable de la sécurité donc de tous ceux-là qui sont sur notre périmètre opérationnel. Et si nos activités s'étendent au-delà de notre site opérationnel, nous sommes aussi responsables aussi de tout ce qui est comme risque, dommages qui peuvent être engendrés. Et donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place ce qu'on appelle l'induction. Et l'induction, qu'est-ce que ça sera? Ça sera la première porte d'entrée dans l'entreprise, naturellement, après la guérite, parce que dans toute entreprise, bon, généralement, le premier poste de contrôle, c'est la guérite. Quand vous venez, on va vous demander déjà où, dans d'autres endroits, le secrétariat va prendre de vos nouvelles, où vous voulez aller prendre vos références, vous checker normalement. Donc, c'est la deuxième porte d'entrée dans toute entreprise. Donc, on l'appelle initiation donc à la santé sécurité. Et qu'est-ce que c'est l'induction? Donc, l'induction, appelée aussi initiation à la santé sécurité au travail, c'est cette première porte d'entrée donc, qui reçoit tout ce qui est nouveau. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le nouveau? Nouveaux travailleurs, nouveaux visiteurs, des personnes, que ce soit des étudiants ou encore toute personne qui viennent en immersion sur votre lieu de travail. Ensuite, on peut aussi avoir des contractants qui viennent travailler sur votre site ou d'autres personnes encore, par exemple, qui sont allés en congé, ils ont fait 1 mois, 2 mois et ils reviennent et qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, c'est l'induction donc, qui les accueille pour les informer donc, de tout ce qui est comme procédure liée à la santé, sécurité, à la qualité, à l'environnement, de même que tout ce qui est comme nom d'interdiction ou toute autre information qui, à nos yeux, sont utiles pour assurer donc la sécurité du nouveau venu pendant son séjour. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'induction? On va mettre un ensemble donc, de contenus. C'est un support qui peut être physique, qui peut être numérique, qu'on va expliquer donc au nouveau arrivant pour lui dire, bonne arrivée chez nous, voici notre entreprise, voici les personnes peut-être qui dirigent, voici les procédures sécuritaires qui sont ici, voici les zones qui sont accessibles, voici les zones qui ne sont pas accessibles, voici le comportement que vous devrez avoir pour les induire donc à tout ce qui est comme culture liée à la santé, sécurité donc au travail. Donc, l'initiation, toujours, c'est une procédure visant à présenter aux nouveaux employés, entrepreneurs, toute pratique essentielle pour nous liée donc à la santé, sécurité au travail. Donc, il s'agira forcément d'une première étape essentielle pour assurer donc le bien-être de toutes ces personnes-là et surtout le respect des normes ou des exigences que vous avez mis en place sur votre site. Parce qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui ne sait pas. Quelqu'un qui est informé de quelque chose, dans ce cas de figure, lorsque il va à l'encontre de votre procédure, on pourra peut-être le sanctionner. Mais quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'est pas informé, c'est difficile vraiment de le réprimer. C'est la même chose, on fait souvent l'induction, même chez nous à la maison. Quand un nouveau invité arrive chez nous, on va lui dire bonne arrivée. La route, on espère que ça s'est bien passé. Voilà, voici. Donc, bien arrivé ici, c'est notre quartier. Voici à la maison ici, d'habitude, ici chez nous, on rentre à partir de 20 heures. Voici nos règles ici. Par la suite, voici les routes que vous pouvez prendre de telle à telle heure parce que le quartier, peut-être, c'est une zone qui est un peu dangereuse. Donc, il faut passer ici, il faut passer par là. À l'intérieur de la maison, si vous voulez utiliser la bouteille de gaz, il faut faire attention. La cuisinière là n'est pas trop bonne. Ensuite, si vous allez utiliser la douche, il faut appuyer même la chasse. Tout ce qui est comme procédure que vous avez mis dans votre maison, qui est nécessaire pour que votre invité là se sente bien et protégé, vous l'expliquez. Et c'est la même chose aussi qu'on fait en entreprise. Pourquoi on le fait? Parce que par la suite, on a compris que généralement, tout ce qui est comme risque, dommage, catastrophe donc, qui survient sur un lieu de travail,
c'est beaucoup plus occasionné donc par les nouveaux arrivants. Et donc, pourquoi l'organiser naturellement? Parce que ça va protéger les nouveaux et les jeunes travailleurs. Parce que les statistiques même le prouvent, plus de 35% des accidents de travail surviennent naturellement au cours de la première année. Pourquoi au cours de la première année? Parce que le nouveau travailleur qui arrive directement, surtout pour les plus jeunes qui sont en manque d'expérience, ils veulent tout donner. Ils veulent montrer vraiment qu'ils sont à la hauteur même de la considération qu'on leur a donnée. Donc, ils ne vont pas forcément mesurer déjà le acte. Ils ne seront pas sobres déjà dans tout ce qu'ils ont fait. Ils vont aller en excès, tout simplement pour pouvoir taper dans l'œil. Et plus ils sont en excès, et plus aussi ils sont beaucoup plus exposés. D'un autre côté aussi, les personnes aussi qui ont l'expérience, ils ont l'assurance même de l'expérience. Ils se diront, ça fait 30 ans que j'utilise cette machine-là, donc chaque jour, et rien ne pourra m'arriver. Et c'est là qu'on intervient pour dire, attention, l'expérience donc n'est pas une garantie de la sécurité. Donc pour ces personnes-là, même s'ils vont en congé, qu'ils reviennent, un dispositif à changer, il faut obligatoirement faire ce qu'on appelle l'induction. Donc quand on dit pas d'induction aujourd'hui, on va pouvoir comprendre que l'induction, c'est cette première porte d'entrée, si on laisse la guérite bien sûr, dans le monde donc de l'entreprise qui va induire, informer tout nouveau arrivant, nouveau travailleur, stagiaire, visiteur, des personnes qui viennent en immersion, des contractants, ils viennent sur notre site parce qu'en même temps, on devient responsable de leur santé, de leur sécurité donc sur notre site. Donc, on met en place un support, un contenu avec un ensemble de détails qui, pour nous, à nos yeux, sont très importants pour leur séjour donc sur notre site. Toujours pourquoi organiser donc une initiation à la sécurité? Parce que, un, ça permet donc d'adopter de bonnes habitudes en matière de sécurité. Parce que quand le nouveau il arrive déjà, il y a une culture peut-être qui était là avant, mais il ne connaît pas la culture, il ne sait pas vraiment les automatismes que vous aviez, les réflexes que vous aviez, les interdits que vous aviez sur votre site. Parce que avant, on avait vu que, attention, dans le monde du travail ou partout d'ailleurs, chaque entreprise a son exigence. Et l'exigence, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble donc de lois, de règles, de tout un décide qu'à partir d'aujourd'hui, là, on rentre à partir de 20 heures. À partir d'aujourd'hui, on monte à partir de 8 heures. Tant que tout le monde s'accorde là-dessus, ça devient une exigence. Chaque entreprise a son exigence. Un nouveau employé, par exemple, qui a travaillé dans X entreprise, là-bas, ils sont autorisés à manger au bureau. Il vient, il ne fait pas l'induction, on ne l'informe pas vraiment des réalités d'ici. S'il mange au bureau, on ne peut pas le sanctionner parce qu'on ne l'a pas informé. Donc, raison pour laquelle l'induction aujourd'hui devient la première porte d'entrée pour tout ce qui est nouveau dans le monde donc, de l'emploi. Naturellement, ça permettra aussi de protéger le bien-être des employés en créant donc ce lieu de travail-là qui est plus sûr, un lieu de travail où tout le monde donc, se sent en confiance donc, et en sécurité. Et naturellement, si le lieu de travail est un lieu déjà, un environnement sain, ça va forcément stimuler la productivité, ça va encourager le travail en équipe, ça va améliorer la fidélisation et enfin, ça va assurer la conformité. Quand on a vu récemment la conformité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de satisfaire à une exigence. On va fermer le micro, s'il vous plaît. Je vérifie. On va fermer le micro. Voilà. Où j'étais. OK. Donc, la conformité, qu'est-ce que c'est? On a dit la conformité, c'est le fait de satisfaire à une exigence. Si l'exigence chez nous, c'est de monter à 7 heures, on sera conforme vis-à-vis de cette exigence-là lorsqu'on va monter à 7 heures. Et lorsqu'on vient à 7h15, 7h20, on est en non-conformité vis-à-vis donc de l'exigence de l'entreprise. Alors, quels sont les différents contenus qu'on doit pouvoir mettre dans un support d'induction? La norme n'oblige pas les entreprises à pouvoir mettre en place un système, que ce soit un système de management de la qualité, un système de management de la santé-sécurité, un système de management donc de l'environnement. Il dit que tout dépend de l'entreprise, tout dépend de sa force financière. Donc, on ne va pas demander, par exemple, à une petite entreprise alliée frais
d'avoir même les mêmes contenus qu'une autre entreprise. Donc là, l'homme donne le libre choix, la libre organisation à toute entreprise qui, en fonction donc de son budget, dans l'exigence support, de concevoir ces supports en fonction donc de ses réalités. S'ils ont les moyens de créer des applications, ils vont le faire. S'ils ont les moyens de pouvoir créer un support visuel avec de très grandes salles, pour pouvoir accueillir les nouveaux travailleurs afin de dérouler même un support de formation pour les expliquer de l'induction, c'est la bienvenue. Ils n'ont pas ces moyens-là, ils ont cette possibilité-là de pouvoir imprimer sur un simple document et de discuter sur deux chaises avec les travailleurs, ils peuvent le faire. Donc, dans le support qu'on va présenter là, sur quoi il doit être contenu et encore quels doivent être donc son contenu. Donc, un support d'induction, naturellement, on n'a pas de canevas possible. Chaque entreprise peut faire son support comme il l'entend, comme il le conçoit. Mais généralement, ce qui doit ressortir dans un support d'induction, c'est tout ce qui est comme règle, tout ce qui est comme politique, tout ce qui est comme en tout cas dispositif, procédure que vous jugez important pour que le séjour donc du travailleur là se fasse donc dans le respect de votre règle. C'est à vous. Mais de façon générale, un support d'induction, il faut qu'il y ait quand même des procédures de risque et de sécurité donc, que vous aviez mis sur votre lieu de travail. Donc, quand on va parler d'induction, ça signifie qu'il y a un travail qui a été fait en amont. C'est ce travail-là que vous allez venir présenter à travers des points sensibles. Sinon, si rien n'est fait, s'il n'y a pas une culture sécurité, si vous n'avez pas fait un support d'induction, vous n'allez pas peut-être venir présenter quelque chose à quelqu'un. Donc, dans ce support-là, on doit pouvoir voir quand même toutes les procédures. Les nouveaux employés entrepreneurs doivent comprendre les risques liés donc au lieu de travail et la manière que vous, les procédures que vous avez mis en place pour pouvoir gérer les risques que vous allez identifier. Donc, partant même de la cartographie, parce qu'on a vu que le premier rôle du HSE, c'est de pouvoir identifier les dangers, les risques liés à ces dangers. Ensuite, de mettre en place un plan de prévention. Dans ce plan de prévention, il va mettre à disposition les équipements de protection individuelle et collective. Et maintenant, il va passer par donner l'information aux travailleurs sur les risques qui les exposent tous les jours, les contractants sur les risques qui les exposent tous les jours et les procédures qu'il a mis en place pour qu'ils arrivent à gérer ces risques. Donc, il doit être capable donc, de pouvoir faire ressortir ces éléments dans son support d'induction. À bonne arrivée chez nous, voilà, chez nous, par exemple, voici les zones sensibles. On a le magasin de produits chimiques, on a tel endroit, on a les systèmes qui sont situés à tel endroit, à tel endroit. Ce sont les zones sensibles à notre sens. Et voici les risques qui y sont exposés. Donc, voici le comportement ou encore la procédure que nous, à notre niveau, on a mis en place pour que si vous devrez aller là-bas, voici ce qu'il faut faire pour avertir, pour informer le travailleur. Ensuite, les procédures d'urgence. On doit pouvoir aussi voir dans un support d'induction nos procédures d'urgence qu'on a mis en entreprise, s'il y en a. Donc, des instructions claires sur la gestion, par exemple, des incendies. Quand on va parler de procédures d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est toute urgence qui survient, par exemple, lorsqu'une catastrophe, par exemple, arrive, c'est-à-dire un incendie. C'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Mais lorsque ça arrive, les dommages même peuvent être de très grande envergure. Donc, par exemple, l'incendie, si on a une catastrophe, si on a, par exemple, un effondrement, si on a des attaques, par exemple, ce sont des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Donc, on va mettre en place, scénariser ce qu'on appelle des procédures d'urgence. Et donc, on va former les travailleurs. S'il arrive que, par exemple, les nouveaux qui viennent d'arriver, s'il arrive que vous êtes dans tel endroit, vous voyez un départ de feu, bon, nous, à notre niveau, on a mis une procédure. Voici, il faut appuyer l'alarme. Ou encore, il faut utiliser l'extincteur. L'extincteur dans telle zone, voici où les extincteurs donc, sont posés. C'est à vous de les expliquer. Voici les risques, voici les moyens que nous aussi on a mis à disposition pour pouvoir combattre donc, ces risques-là. Voici les bons comportements que vous devrez avoir. Donc, des conseils détaillés même sur les itinéraires d'évacuation, les alarmes et aussi les points de rassemblement. Vous les dites, chez nous ici, on a mis une procédure. Si, par exemple, vous êtes en train de travailler, vous entendez l'alarme sonner avec insistance et résistance, faites attention.
ça signifie qu'il y a un problème. Il faut obligatoirement laisser ce que vous faites et courir pour aller au point de rassemblement. Donc, vous allez les présenter les différents points au préalable qui ont été identifiés comme points de rassemblement. Ensuite, les procédures aussi de premier secours doivent pouvoir ressortir dans le support d'induction. Si vous avez une infirmerie, si vous aviez à l'intérieur de l'infirmerie aussi l'ambulance, quelles sont les procédures que vous avez mises en place à travers le numéro d'urgence qui doivent appeler pour que directement, si il y a une urgence directement, ces premiers secours-là donc, se fassent donc, dans le respect donc, de votre procédure. En ce moment, tous les nouveaux travailleurs sont informés, ils connaissent et ils deviennent acteurs de la prévention. On doit pouvoir aussi avoir le rôle et la responsabilité. Qui est responsable de quoi? Qui fait quoi donc sur le lieu de travail? Si, à nos yeux, on pense que c'est obligatoire, ça doit pouvoir ressortir. Voilà, parce que pour tout support d'induction, on va commencer par la présentation de l'entreprise sur les personnes directement qui gèrent l'entreprise, etc., etc. Voilà, donc tous ces éléments-là, quand même, doivent pouvoir ressortir donc sur le lieu de travail. Ensuite, les procédures de déclaration d'incident. On avait vu ce que c'est l'incident. L'accident, déjà, qui est la conséquence, c'est-à-dire les dommages sont déjà consommés. Donc, l'incident qui se situe avant l'accident et le presque accident ou encore le quasi-accident ou le quasi-incident. L'accident, donc, comme tout dommage qui survient, qui va entraîner donc quoi, des lésions, etc., etc. L'incident comme quoi, qui est situé avant, bien sûr, l'accident, c'est tout événement qui, dans certaines conditions, aurait pu entraîner quoi, des dommages, c'est-à-dire des lésions, donc aurait pu entraîner un accident. Donc l'incident, c'est un accident quoi, évité de justesse. Et le quasi-accident ou le quasi-incident, lui, il est situé avant l'incident. Donc, tout événement, dans certaines conditions, aurait pu entraîner un incident. Donc, le quasi-accident, le presque accident, c'est un incident évité quoi, de justesse, tout simplement. On a dit c'est important de pouvoir les déclarer. Pourquoi les déclarer en entreprise? Parce que ça permet à l'équipe d'HSE de mener des enquêtes. Lorsque l'incident arrive, ils vont mener des enquêtes. Qu'a-t-il fallu pour que cet incident arrive? On dirait, ah, peut-être, on va soulever des hypothèses et mettre en place un plan d'action pour éviter que demain un accident n'arrive. Donc, on va dire au travailleur, ah, chez nous, on a mis en place une procédure de déclaration d'incident. Voici la procédure qui est là. Si vous avez les moyens de créer une application, vous allez transmettre l'application ou un QR code. À partir de ce QR code-là, si vous êtes victime, chose qu'on ne souhaite pas, ou vous êtes témoin, voici la procédure que vous devrez faire pour pouvoir remplir donc la procédure de déclaration d'incident. Dans d'autres cas, si c'est un support papier, il faut voir vos responsables. Il faut voir vos responsables, il faut les informer pour que directement ils puissent remplir la fiche et soumettre maintenant à l'équipe HSE. On doit pouvoir aussi avoir tout ce qui est comme procédé, équipement donc de sécurité vu de l'ensemble. Quels sont les dispositifs, les standards que vous avez mis en place sur votre site? Donc, une vue d'ensemble des protocoles de sécurité, des procédures même et l'utilisation même des équipements. Ah, ici, par exemple, on a des extincteurs qui sont là. Ce sont les équipements de sécurité. On a des bouches à incendie, on a des robinets d'incendie armés, on a ci, on a ça. Tout équipement qui, à vos yeux, donc, sont utiles pour la sécurité. Et donc, l'induction dans ce cas de figure-là sera personnalisée. Quelqu'un qui doit travailler, par exemple, sur une machine, sur une bande, vous allez lui dire, attention, comme tu dois travailler sur la bande, voici la bande, c'est un danger, voici les risques liés donc à l'utilisation de ton équipement de travail. Donc, on va personnaliser, c'est-à-dire de façon générale, on fait un support, mais en fonction de notre auditoire, en fonction du profil qu'on a, on va personnaliser, par exemple. Si un comptable, par exemple, vient, il doit aussi faire l'induction. Mais lui, par exemple, on va se concentrer vraiment sur la plupart des risques, la plupart de notes, la plupart de toutes les informations peut cadrer avec son poste de travail. Par contre, si c'est un mécanicien, on sera beaucoup plus concentré aussi sur son domaine d'activité. Risques spécifiques aussi des stratégies d'atténuation. Donc, quels sont les risques donc, spécifiques donc, sur votre site? Vous allez les identifier, vous allez les informer. Ici, voici les risques. Les travaux en hauteur, voici ce qui est fait. Et voici les procédures qu'on a mis pour pouvoir les atténuer. Donc, chez nous, on va dire, ah, ici, sur notre site, directement, il y a des tâches qui sont spécifiques. Donc, s'il arrive que vous devrez faire un travail en hauteur, vous devrez faire un travail à chaud,
vous devrez faire une excavation, vous devrez faire ci, ça. On a mis en place des permis. Donc, avant de travailler obligatoirement, il faut chercher des permis. Et ce sont ces permis-là déjà qui vous donnent la garantie de travailler donc dans la sécurité. Vous allez leur dire, juste, c'est vos standards. Donc, pour que lui, il sache que, attention, donc ailleurs où j'étais, par exemple, si je veux faire un travail, je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Mais ici, ils m'ont dit que leur exigence, avant de faire tout travail, il faut remplir obligatoirement un permis. Il faut faire ce qu'on appelle l'analyse donc des risques avant même de pouvoir commencer à travailler. Vous allez les informer de ce qui est. Et aussi le droit même des travailleurs et pouvoir de faire cesser le travail. Si vraiment vous avez déjà, euh, si vraiment vous avez déjà tous ces éléments sur dans votre entreprise, parce qu'il faut que peut-être discute là-dessus, tout dépend des entreprises. L'employé a une obligation de refuser un travail qui l'expose si les équipements de protection, qu'ils soient individuels ou collectifs, ne sont pas mis à sa disposition. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est la loi même qui le dit. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise, il faut directement le soutien de la direction parce que chaque entreprise n'a pas sa même réalité. Quand vous allez prendre une grande industrie minière, cimenterie, où le niveau même de la culture santé-sécurité est au maximum parce que, un, ils sont contraints par la loi, ils sont contraints directement par les différentes normes ISO auxquels ils ont une certification. Et ils sont aussi contraints par les exigences même du groupe. Vous allez prendre les mines comme Ndievo Mining, on a le groupe Ndievo Mining de façon générale, qui ont forcément leurs exigences, leurs standards. Ça, c'est les standards du groupe. Ensuite, il y a la norme aussi qui a ses standards. Il y a la loi aussi qui a ses standards. Donc, le niveau de sécurité en ce moment est comme à un certain niveau maximum. Et dans ce cas de figure, on donne le droit même aux travailleurs de pouvoir refuser un travail dangereux. Chez nous, par exemple, sur notre site, les travailleurs ont ce droit-là. Donc, dans l'induction, on va les informer que si il arrive pendant votre poste, on vous expose à un travail, par exemple, on vous dit d'aller travailler, faire une réparation sur un équipement et que le cadenassage n'est pas fait, vous avez l'obligation de refuser. On peut, mais si vous faites cas d'une autre réalité, vous n'allez pas demander aux gens de refuser le travail parce que voilà, après, s'il n'y a pas vraiment cette force par la direction, voilà, il peut y avoir d'autres complications par la suite. Vous n'allez pas venir, par exemple, pour une entreprise de BTP où on vous a recruté uniquement pour les besoins du marché. Vous dites aux travailleurs, voilà, si on ne nous donne pas les EPI, vous pouvez ne pas travailler. C'est la loi qui vous dit, en ce cas de figure-là, vous-même, vous vous exposez. Donc, cette partie-là, c'est en fonction des réalités donc, de chaque pays. Ensuite, les évaluations donc des risques et évaluations préalables à l'emploi. Si vous avez des différents permis, quels sont les outils que vous mettez à leur disposition pour pouvoir évaluer les risques avant l'exécution des tâches? Vous allez aussi les informer donc, de tous ces éléments. Ensuite, l'intégration dans la culture santé-sécurité de façon générale. Vous allez les présenter et pour terminer donc votre support d'induction. Donc, on finit par comprendre que, attention, en fonction des statistiques même révélées, et les 3 mois qui suivent la prise de poste même de tout nouveau travail, soit des visiteurs, parce qu'on a compris qu'on ne peut pas contrôler la réactivité des gens. Les étudiants qui vont négocier pour venir faire une immersion sur votre site, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la réactivité de toute personne. Il y a des gens, on leur dit de ne pas toucher ça. Mais ils vont se cacher, par exemple, pour toucher. Et en ce moment, ils sont exposés. Parce que quand un cadavre est là, on ne peut plus demander s'il a raison ou il a tort. Automatiquement, les parents disent, mon fils est allé en immersion, on l'a tué là-bas. Pourtant, c'est le fils lui-même qui n'a pas respecté les règles. Raison pour laquelle l'induction devient un élément très important donc, dans tout système de management donc, lié à la santé et sécurité donc, au travail. C'est avant tout cette première porte d'entrée-là qui va protéger l'entreprise parce que quand on fait l'induction, on garde des traces. On va prendre le nom de la personne, sa fonction, le département où il est, son numéro et même sa signature. Pour que demain, si on le trouve en train de faire des interdits, on peut quand même se baser sur la liste de l'induction pour le sanctionner. Vous imaginez, vous identifiez des zones sensibles ou les informer dans l'induction, voici chez nous, ici, on ne doit pas fumer. Ou si on doit fumer, voici les zones où ils sont
adapté, conçu pour pouvoir fumer. Et vous partez le trouver, il fume dans un autre endroit. Si vous devrez le sanctionner, il peut vous dire, par exemple, lui il n'est pas informé qu'ici, on ne fume pas. C'est des choses qui arrivent sur les sites souvent. Chez vous, vous avez dit, on ne boit pas l'alcool. Il va vous dire, il sera en train de boire, on va l'attraper, il va dire, lui il n'est pas informé. Quand lui il a commencé à travailler, on ne l'a jamais dit qu'ici, qu'on ne boit pas. Quelle est la preuve que vous l'avez dit? Il faut que la liste de présente saute. Parce qu'il va vous dire, lui, il était dans toute entreprise, il a peut-être 10 ans d'expérience. Lui, partout où il est passé, on lui a dit, tu peux boire l'alcool, tu peux dandiner, mais il ne faut pas tomber. Tant que tu ne tombes pas, aïe, tu peux faire ton travail. Donc, l'induction est très importante, mais il faut toujours garder des traces. Ou d'autres cas encore, pour voir réellement, est-ce que l'information, pour évaluer même le formateur, vous faites ce qu'on appelle aussi une évaluation d'induction, pour soumettre donc à chaque participant, c'est-à-dire ceux que vous avez induits, vous allez les évaluer, vous allez leur donner un petit support, ils vont vous les évaluer pour voir ce que réellement ils ont compris. Vous aussi, ça vous permet vraiment d'améliorer beaucoup de choses. Donc, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, c'était qu'un petit support. Est-ce qu'il y a des questions? Avant de commencer la minute sécurité, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Oui, instructeur. euh, oui, allez-y, monsieur Sori Idrissa. Ok, allez-y. Je viens de prendre le train en mars. Vraiment, j'ai fait au moins ça, 3 cours sans suivre. Ok, Donc, bon, j'ai un peu de difficultés. Mais peut-être demain et puis après-demain, j'ai commencé à télécharger les cours passés là. c'est Voilà, ça, je vais commencer à me mettre à jour rapidement et puis rejoindre l'équipe. c'est ça. Voilà, vraiment, j'avais beaucoup d'occupation. Donc, raison pour laquelle. C'était pour ça que je voulais signaler. Ça se Merci. comprend, monsieur Soré. Ça se comprend et vous aurez même déjà le support. À côté du support, il y a l'enregistrement aussi des séances. Et donc, aujourd'hui, nous terminons déjà avec le premier mois. Voilà. Donc, vous aurez toujours la possibilité de prendre le train en marche et pour les séances à venir, poser des questions, soyez en ligne, posez des questions, toutes les questions vraiment qui, voilà, qui vous gênent. On puisse, avec les questions de spécificité pour les mois à venir, là, vraiment, arriver à satisfaire tout le monde. Ah, Autre ok, vraiment. question? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, oui, allez-y, monsieur Ouedraogo. Voilà, j'aimerais savoir à quel moment commence l'induction. C'est immédiatement à l'arrivée ou bien c'est avant que la personne ne commence son travail. Merci. Immédiatement à l'arrivée, peut-être j'ai du mal un peu à comprendre votre question. Immédiatement à l'arrivée ou avant qu'il ne commence son travail. Bon, déjà, je vais surfer là-dessus. Immédiatement à l'arrivée ou avant que la personne, déjà, on sait que l'induction, c'est pour tout nouveau. Donc, tout dépend vraiment de l'organisation interne de chaque entreprise. Donc, tout nouveau travailleur qui est en prise, euh, prise de fonction, par exemple, il doit débuter le lundi. Donc, le lundi, il vient pour la première fois sur votre site. Il va finir la guérite. Après la guérite, il va chez les HSE pour faire l'induction. Parce qu'il doit avoir accès au site, que ce soit un contractant. Si les contractants, par exemple, sur votre site, vous avez appelé d'autres équipes externes pour venir faire des travaux, dès qu'ils arrivent le premier jour, ils doivent faire l'induction même avant d'avoir accès à votre site opérationnel. Donc, l'un dans l'autre, ça doit se faire avant d'avoir accès à leur poste de travail. Est-ce que M. Ouedraogo? Merci, M. Ouedraogo. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, en attendant, on va parcourir très rapidement le support d'induction, voilà, de la... Bonsoir, Monsieur Bado. Bonsoir, chers participants. Monsieur Bado, vous m'attendez? Oui, je vous reçois, M. Gangsore. Allez-y.
Ok, moi, c'est par rapport à l'induction. Est-ce que si, par exemple, tu fais une absence de plus de 6 mois, Oui. est-ce qu'à la reprise, tu es obligé de passer par l'induction ou bien c'est la politique interne de la société en question? D'accord, déjà, tout dépend. Tout dépend parce qu'en 6 mois, beaucoup de choses peuvent changer dans une entreprise. 6 mois, c'est nécessaire vraiment pour changer beaucoup de dispositifs, même peut-être d'autres nouveaux seront là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, si, selon vous, 6 mois, vous trouvez utile vraiment de faire l'induction à toute personne, par exemple, qui fait 6 mois d'absence, c'est la bienvenue s'il y a des modifications. Sinon, s'il n'y a pas de modification et que vous jugez que la personne peut continuer son travail, il peut continuer son travail. Par exemple, un risque peut se déplacer. Vous avez, par exemple, une citerne qui était à l'entrée, mais l'entreprise, par exemple, veut s'étendre ou on déplace la citerne. La personne vient, il ne saura pas. Il va dire que d'habitude, lui, il venait ici, mais il ne sait pas que ces choses vont changer. Et donc, vous allez, dans ce cas de figure, vous êtes tenu pour responsable. C'est comme si vous n'avez pas fait votre travail. Donc, c'est très important de pouvoir être. Donc, chaque entreprise décide, voilà, de ces procédures-là. 3 mois pour d'autres, un mois même pour d'autres même, pour que directement, s'il y a un problème, on puisse revoir même le nom de la personne très facilement dans le fichier. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en fin de compte, c'est l'organisation interne de l'entreprise en question. Puis, j'ai eu à travailler dans une entreprise. Donc, si tu fais 2 mois d'absence, à ta reprise, tu passes par l'induction avant de rejoindre ton poste. C'est ça. Donc, c'est ça, tout dépend de l'entreprise. Et aussi, s'il y a des changements, c'est obligé, même si en 2 semaines d'absence, et que vous remarquez qu'attention, il y a des choses qui ont changé, il faut reprendre l'induction à la personne parce qu'il y a des choses qui ont changé, par exemple. Parce que s'il revient avec cette même habitude qu'il avait avant, c'est vous maintenant qui l'induisez en erreur. Donc, certes, il y a l'organisation, mais c'est de tenir compte de votre réalité et l'adapter en fonction donc, du besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, voici un peu un support d'élection et un micro Oui, qui est ouvert. oui, bonsoir, Monsieur Wade. Oui, bonsoir, Monsieur Kassoum. Ok. Moi, j'avais une question. Oui, Voilà, allez-y. c'est concernant l'induction. Oui, Voilà, je me demande, bon, un travailleur qui change de poste de travail, oui, que ça soit de manière, bon, pas pour une grande durée ou pour, je sais pas, ou définitivement. Est-ce qu'il faut oui. reprendre l'induction par rapport au poste de travail qu'il va occuper ou bien l'induction générale que, bon, tu as eu déjà à faire avec lui, ça, c'est déjà bon. Bien, il faut reprendre l'induction par rapport au poste de travail qu'il doit occuper. C'est ça. Merci, Monsieur Kassoum. Très, très bonne question. Donc, déjà, il faut savoir que on peut fermer les micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Monsieur Drabo aussi, merci. Voilà, donc déjà, il faut savoir qu'en matière d'HSE, rien n'est statique, c'est dynamique. Donc, chacun l'adapte à son entreprise. Il faut toujours l'adapter. Raison pour laquelle le premier principe même de tout ce qui est comme norme liée à la santé et sécurité, on nous parle donc de contexte même d'applicabilité de l'entreprise. Donc, il faut toujours adapter, il faut adapter, voir les réalités. Sinon, il y a ce qu'on dit, mais d'une entreprise à une autre, déjà, ça peut différer. Donc, quelqu'un déjà qui change de poste, par exemple, vous prenez quelqu'un qui était soit peut-être à la mécanique ou encore à la planification, et après, par la suite, on veut recruter un technicien de laboratoire. Et on voit, par exemple, parmi ceux-là même qui sont à la planification, quelqu'un même qui a beaucoup d'expérience au laboratoire automatiquement, on trouve vraiment qu'il est apte à piloter en fonction de ses compétences à travers le laboratoire, on le recrute au laboratoire. Donc, il change de poste parce qu'on a vu que le poste, c'est quoi? C'est l'endroit où on exerce l'activité professionnelle, où on exerce nos différentes tâches.
Donc, ils changent d'un environnement à un autre, même si c'est le même lieu de travail. Donc, les risques auxquels il était exposé avant ont changé. Donc, c'est à vous encore de le refaire notre induction pour l'expliquer sur les risques auxquels il sera confronté sur son nouveau poste, sur les bonnes, comment je vais dire ça, la bonne conduite à adopter, par exemple, en fonction donc, de son lieu de son poste de travail. Donc, il faut toujours donc réadapter. Un support d'induction peut être général, comme celui qu'on voit 46 pages. Mais c'est à vous de pouvoir l'adapter, comme je le disais précédemment, en fonction de la personne que vous avez devant vous. Si c'est un comptable, vous allez circonscrire. Il y a les informations de façon générale que tout le monde doit savoir. Maintenant, il y a des informations spécifiques en fonction des réalités de chaque poste. Donc, pour cette personne-là, il faut obligatoirement lui faire aussi l'induction. Monsieur Kassoum nous reçoit. Oui, Sinon, oui, oui, monsieur Wado. voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, très satisfait de la réponse. Merci, Monsieur Kassoum. Donc, très rapidement, on va surfer un peu. Une main levée, allez-y, allez-y, je suis sur le support, donc c'est un peu difficile. Voilà. Allez-y, en attendant, on va surfer. Bonsoir à tous et merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous répond. D'accord. Bon, c'est un peu pour avoir une idée un peu plus claire par rapport à l'induction, puisque selon ma compréhension, c'est de présenter de façon générale les risques auxquels un travailleur peut être exposé sur le site. Maintenant, si on doit prendre de façon spécifique et pour chaque type de travail, pouvoir connaître les risques, est-ce que euh, à rentrer dans ce milieu-là, ceux qui sont dans ce domaine-là ne vont pas croire qu'on tente de leur montrer leur travail, un truc de ce genre. Est-ce que cette, euh, ce problème ne va pas se lever? Voilà. Maintenant, si il faut considérer les spécificités de chaque poste de travail, ça veut dire qu'il faut des présentations d'induction pour chaque poste de travail, si j'ai bien compris. Merci. Merci, merci, merci. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le HSE, être HSE, QHSE du moins, ne fait pas de nous des experts de chaque domaine, non. Mais nous sommes là par notre rôle d'associer les différents experts, techniciens, ingénieurs de chaque domaine, afin qu'ils puissent exercer leur activité professionnelle dans la sécurité. Donc, le fait d'expliquer un contenu d'induction à quelqu'un, tout sera relatif à la sécurité et pas au domaine technique. Donc, ça sera difficile même pour lui de dire, vous voulez lui montrer son travail. Parce que vous aussi, vous êtes en train de faire votre travail. Pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect sécurité. Deuxième chose, l'induction, il est de façon générale. Parce qu'on a vu avec ce qui précédait que dans un support d'induction, c'est toute information qui, à nos yeux, sont utiles, importantes pour tous ces nouveaux-là, pour que leur séjour sur notre site se fasse de façon sécurité, mais dans le respect de tout ce qui est comme procédure, exigence que nous avons mis en place. Donc, dans un support d'induction, ça ne sera pas forcément les risques. Si chez nous, par exemple, les horaires de montée, vous allez les informer. Quelqu'un qui ne sait pas à quelle heure monter, il y a des entreprises où tu arrives, personne, tu causes avec personne, les informations pleuvent de partout. Et l'induction va te montrer le canal à pouvoir suivre pour pouvoir t'intégrer. Ah, tu travailles ici, voici à l'heure que tu dois pouvoir monter. Voici l'organisation qu'on a mis dans notre entreprise. Voici par où tu dois passer. Voici ce que tu dois faire. Voici, tu ne dois pas consommer l'alcool. Chaque matin à l'alcotest. Tu ne dois pas fumer ici. Donc ça n'a rien à voir, par exemple, avec des risques. Et ce sont des informations qui, à nos yeux, sont utiles pour contribuer déjà à créer cet environnement de travail sûr. Donc, un support d'induction, il peut y avoir beaucoup d'informations dedans. Maintenant, c'est à vous de personnaliser en fonction du poste du travail de la personne. Parce que vous allez voir, il y a l'information que tout le monde doit pouvoir voir. Par exemple, la tête qui chapeaute votre politique que vous avez mis en entreprise. Ça, ce sont les informations que tout le monde doit comprendre. La gestion de vos déchets, par exemple, si chez vous, vous avez mis une procédure pour pouvoir gérer vos déchets en fonction même des étiquettes des bacs à ordures, ce sont les informations qui sont générales. Vous allez informer tout le monde, qui ne sont pas spécifiques à un poste, par exemple. Si, par exemple, la gestion des sanitaires, comment utiliser, bien utiliser, par exemple, les toilettes, etc., c'est des informations qui sont de façon générale.
Si vous voulez présenter les différentes politiques de l'entreprise, c'est de façon générale. Maintenant, de façon spécifique, quelqu'un qui est comptable, le financier, qui d'autre encore, qui sont beaucoup plus concentrés au bureau, parce que dans l'entreprise, on en a de tout. Certes, l'entreprise est au singulier, mais dans l'entreprise, on a une pluralité donc, de fonctions, partant des techniciens et des administratifs. Voilà, donc ceux de l'administration, n'allez pas leur dire il faut faire le cadenassage pour... Non, ça ne relève pas, par exemple, de leurs tâches. Donc, vous allez personnaliser en ce moment le contenu pour eux. Et lorsque ça sera, par exemple, des techniciens, vous allez aussi personnaliser avec l'information de façon générale, maintenant spécifique, liée donc à son activité, à son itinéraire, par exemple, tous les jours. Donc, voici un peu les éléments de réponse. Est-ce que voilà, merci, Monsieur Josué Sanon. Donc, on pourra suivre, par exemple, induction à Sémaphore, par exemple, sur le site de Mana, filiale donc d'Endeavor Mining. Donc, il commence par une introduction, par exemple, que vous allez voir, par la cartographie même de leur site. Voilà, tout ça, ça fait partie de leur support. Voilà, par le périmètre qui est là. Ensuite, les valeurs que l'entreprise prône, si à leurs yeux, c'est important, vous pouvez le mettre donc dans votre support donc d'induction, les différentes politiques qu'ils ont sur le lieu de travail. Ensuite, là, ça, c'est la politique santé-sécurité. On a la politique aussi environnementale, la politique qualité pour d'autres, ou encore si vous avez une politique intégrée pour le SMI, qui est le système de management intégré, qui intègre à la fois la qualité, la santé-sécurité et l'environnement. Si à vos yeux, c'est utile, vous allez les informer à tout le monde pour leur dire, nous sommes déjà dans une politique. Nous avons telle certification, telle certification. Donc, ça vient mettre encore un point d'honneur qu'on doit respecter, que vous devrez contribuer à respecter tout ce qu'on vous dira dans cette induction, parce que ça ne dépend pas de nous aussi. Ensuite, les politiques même à l'interne, d'autres informations qu'ils ont, par exemple, l'usine, les différents emplacements de façon générale, les angles morts qu'ils utilisent par rapport à leurs équipements, les points de rassemblement, voilà, les différentes signalisations qu'ils ont sur leur site avec leur interprétation, voilà, les codes de bonne conduite, limitation de vitesse, ensuite sur les différentes activités, les extincteurs, le cadenassage, l'isolation, donc tout ce qui est utile à leurs yeux. Voilà, pour faire les activités, le Take 5 qui est obligatoire. Ensuite, l'analyse des risques à travers donc, le Job Hazard Analysis qui est le GHA. Donc, toutes les permis qu'ils ont mis sur le site voilà, avant le début des travaux. Les EPI de base, ensuite d'autres EPI spécifiques. Voilà, donc tout dépend de ce que vous voulez présenter. La gestion des déchets. Donc, vous voyez qu'on trouve du tout. On trouve du tout dans un support. Maintenant, c'est à vous maintenant de personnaliser en fonction donc de votre auditoire. D'un autre côté, vous pouvez aussi, par exemple, faire des supports, par exemple, pour vos travailleurs, pour les travailleurs de votre entreprise. Ensuite, faire aussi un autre support, par exemple, pour des prestataires, par exemple, des contractants qui viennent travailler. Si, par exemple, chez eux, vous voulez mettre l'accent sur d'autres points, vous pouvez faire un autre support pour eux. Parce qu'il y a il y a des informations, par exemple, qu'ils ne doivent pas avoir. Vous pouvez faire un support pour eux. Vous pouvez aussi faire, par exemple, un autre support, par exemple, pour les visiteurs simplement. Là, vous allez surfer direct parce que les visiteurs, s'ils ne doivent pas aller, par exemple, sur le site même de la production. Vous pouvez aussi faire. Donc, tout dépend. Rien n'est vraiment, tout est dynamique en santé-sécurité. Chacun le conçoit et l'adapte en fonction de son milieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'induction? Question par rapport à l'induction. Donc, c'est un exemple donc d'induction. Voilà, de support d'induction. Chez nous, je vais voir s'il est toujours là. Je vais surfer très rapidement aussi là-dessus, ce que on a mis sur notre site. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? Permettez-moi de chercher rapidement. Édition, voyez.
Il y a un micro qui est ouvert. Si c'est pour une question, allez-y. Ok. Voilà, il y a un micro. Roxane Zongo, est-ce que c'est pour une question? Allez-y. Monsieur Drabo, est-ce que c'est pour une question? Allez-y. Donc, je profite en même Oui, temps. oui, c'est pour une question. Oui, allez-y. J'aimerais revenir un peu en arrière. Oui, revenez. Et voilà, moi, je me pose la question, mais je n'ai pas la bonne réponse et j'aimerais revenir à vous pour savoir la bonne réponse. Ok, allez-y. Je voulais savoir la différence entre un équipement de protection individuelle et un équipement de protection collective et en même temps un exemple d'équipement de protection collective, si possible. Merci, Monsieur Drabo. Donc, voici une question qui nous est adressée à tout le monde. Donc, celui qui se sent prêt peut ouvrir son micro pour tenter de répondre. Ça permet aussi de contribuer à la bonne compréhension des uns et des autres. Donc, c'est quoi, quelle est la différence entre l'équipement de protection individuelle et collectif? Et ensuite, maintenant, un exemple d'équipement de protection collective. Ça, ce sont des questions même qu'on peut poser lors d'un entretien, par exemple. Un volontaire? Donc, bonsoir, monsieur le formateur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Mahamadi. Voilà, pour ma compréhension, les équipements de protection individuelle sont des équipements que une seule personne peut porter pour se protéger. Et les équipements de protection collective sont des équipements de manière que toute une équipe peut se protéger pour un travail donné. Par exemple, si on donne des barricades, par exemple des barricades dures, c'est une protection collective pour ceux qui travaillent à l'intérieur. Merci. Merci, Monsieur Mahamadi. Autre avis? EPI et PC. Volontaire, Monsieur José Sanou, vous pouvez nous aider avec la différence et des exemples précis? Ou Roxane Zongo, si elle nous reçoit. Allez-y, Monsieur Kassoum a le micro ouvert après Monsieur Kassoum, Monsieur Sanou. Voilà, ok. Bon, pour les équipements de protection individuelle, par exemple, on peut citer par exemple les casques. Les casques, Voilà. Voilà, les chaussures de protection. les chaussures de protection. Voilà. Donc, quelle est la différence entre l'équipement de protection individuelle et collectif? Oui, l'équipement de protection individuelle, comme le nom l'indique, sert à protéger individuellement. En fait, sert voilà, à protéger la personne, si je peux le dire. Et l'équipement de protection collective, maintenant, sert à protéger un groupe. Voilà, un groupe d'individus. Voilà, c'est une protection collective. Un exemple de protection collective? Par exemple, un exemple de protection, la protection par éloignement, par exemple, le balisage d'un terrain, par exemple. Voilà, vous travaillez dans un endroit, voilà, pour montrer qu'il y a un, je sais pas comment dire, il y a un danger. Vous pouvez mettre, par exemple, comment dirais-je, je sais pas comment on appelle ça encore. Voilà, les barrières, là. Les barrières, pour montrer que, voilà, ici qu'il y a un danger, voilà, ça contribue à protéger tout le monde. Ou encore la protection par obstacle, par exemple. Ou, par exemple, on peut dresser des, comment dirais-je, des fers, je ne sais pas comment dire, au fait.
que tout le monde, Ouais, par exemple, pour monter par exemple des escaliers, oui. on peut dresser des fers, par exemple, où tout le monde, voilà, ça contribue à protéger tout le monde. Voilà. Merci, Monsieur Kassoum. On a un peu pris Euh, très bien résumé pour Monsieur Drabo. Donc, c'est ça, et ça vraiment montre aussi que quand même, on avance, mais le maximum, on retient quand même le maximum. Et c'est intéressant. Et nous, en tant que formateurs aussi, ça nous encourage. Voilà. Donc, pour revenir à Monsieur Drabo, c'est ce que Monsieur Kassoum vient de dire. Un équipement de protection individuelle, c'est pour protéger une personne. C'est-à-dire, c'est un individu, une personne, un seul travailleur qui porte ça pour se protéger. Et le but de l'équipement de protection, ça protège, s'il porte cet équipement-là, ça le protège contre un risque qu'on a identifié. Donc, c'est pour une seule personne individuelle et protège contre un risque identifié. Quand on porte la chaussure, c'est pour éviter tout ce qui est comme piqûre, tout ce qui est comme coupure au pied, etc., etc., salissure, etc. Voilà, glissade. Donc, si on porte le casque, le cognement, chute d'objet. Donc, c'est par rapport à ces éléments-là qu'on porte et c'est chaque personne qui porte. Par contre, l'équipement de protection collective, comme il a dit, ça protège un ensemble de travailleurs, un ensemble de groupes. Et on avait dit, et si on revient sur le principe de prévention qui nous dit, protéger l'ensemble d'abord, ensuite renforcer maintenant par les individus. Je prends un exemple tout simplement d'équipement de protection collective. On a dit qu'il était régi par des principes. Le principe d'atténuation qui va atténuer. Si on rentre, quand souvent on rentre dans une salle, vous avez voyagé ou encore vous rentrez dans une salle, il y a beaucoup de poussière dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir les fenêtres pour que déjà toute cette poussière-là sorte. C'est une manière d'atténuer la poussière auquel tout le monde, tous les utilisateurs de la salle devraient être exposés. Donc, on va atténuer, on va ventiler pour que cette poussière-là sorte. Donc, ça répond aussi à un principe de protection collective. Si on est dans un coin, il y a un bruit, on va insonoriser. Ça permet aussi donc de protéger tous les utilisateurs et ainsi de suite. En ville, ce qui arrive très fréquemment, par exemple, pour l'exemple, nos frères de nos soldats qui sont sur le front, qu'est-ce qu'on fait? On crée donc des barrières. On va mettre des barrières qui définissent donc le poste de tir donc des soldats. Donc, ça protège quoi? L'ensemble donc des utilisateurs de cette barrière-là. Ensuite, on ne va pas négliger ces barrières-là pour dire, s'ils sont derrière la barrière, par exemple, pour pouvoir tirer, ça les protège. On va les dire, portez vos casques, portez l'antiballe aussi. Il y a un équipement de protection comment? Individuel qui vient renforcer. En ville, par exemple, quand on prend le goudron, vous allez voir de chaque bord, il y a des rambardes qui sont là pour éviter que tous ceux qui vont utiliser la voie n'arrivent pas à basculer pour tomber dans le trou. C'est un exemple d'équipement de protection collective. Donc, c'est tout équipement qui protège, qu'on met en place pour protéger donc un ensemble d'utilisateurs, un groupe, au détriment donc d'un individu. Est-ce que M. Drabo a compris? Ah oui, c'est compris. C'est compris. Voilà, merci. OK. Voilà, merci bien. Merci. Un micro ouvert, si c'est pour une question, allez-y. Donc, très rapidement, je vais surfer sur le Oui, support de... Voilà, ici, par exemple, oui, j'espère que tout le monde voit. Ici, par oui, c'est un exemple, là que je voulais ajouter. allez-y, allez-y. Oui, mais concernant la protection individuelle et la protection collective, Oui. mais qu'en est-on aussi de la protection de la personne morale, c'est-à-dire peut-être les institutions comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la J'ai du mal, personnalité morale. j'ai du mal à vous comprendre. Essayez de mieux argumenter. OK, vous avez parlé des protections individuelles Oui, et des protections collectives. oui, oui. Mais qu'en est-on des protections de la personnalité morale? Qu'est-ce qu'on met dans personnalité morale? On va essayer de se comprendre. Euh, un bâtiment, une institution, un Oui, garage, un centre. c'est ça. Voilà. Donc, déjà, on sait que la définition de l'équipement de protection individuelle, par exemple, il va protéger un individu.
Donc, quand on va parler, par exemple, d'une entreprise en termes même de bâtiment, protéger, une protection individuelle peut-être, ça je ne sais pas trop, parce que la protection diminue la gravité. Voilà, donc peut-être si on veut transférer le risque, on fait une assurance pour que même s'il y a dommage, mais quand même les lésions en soient atténuées. Ça peut être possible. Donc, dans ce cas de figure, on ne pourra pas l'appeler comme équipement de protection. Il fait partie donc du principe de traitement donc, des risques. Parce qu'on ne peut pas équiper même le bâtiment, par exemple. Si, par exemple, on met des détecteurs automatiques, par exemple, d'extinction, s'il y a un incendie, ça peut atténuer comme aussi ça peut passer. Donc, c'est difficile de, 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 de transposer, en fait, l'équipement de protection individuelle sur une personne à peut-être un matériel. Collectivement aussi, si ce ne sont que, par exemple, des clôtures, bon, je sais. Voilà, donc c'est vraiment difficile de pouvoir euh, faire la comparaison entre l'individu et la ressource parce que c'est difficile de protéger, par exemple, un bâtiment. On peut, dans d'autres cas, ça peut se concevoir, par exemple, dans la conception, si on veut éviter, il y a des matériaux qui sont inifugés de base. Donc, la peinture même qu'on va utiliser, on va travailler de sorte à ce que la peinture là-même ne soit pas une source même de conduction même de la chaleur, par exemple. Donc, ce sont des petites techniques qu'on peut mettre. Maintenant, est-ce qu'on va les considérer comme un équipement de protection dans toute sa définition et dans tout son sens? Donc, d'une personne à une autre, ça peut se définir, mais d'une autre personne aussi, ça peut ne pas, voilà, se définir. C'est un peu ça. Aussi, il y a d'autres ajouts, hein. Ouvrez votre micro et puis bon. Ah, ok, je vois. Mais ce que je voulais ajouter, c'est genre un établissement qu'on crée des tranchées autour du bâtiment là, pour ne pas que les bâtiments soient attaqués, ou bien on met des balises de sécurité pour, pour contrôler l'entrée et la sortie des gens là. Donc, C'est ça. je dis que ça aussi, ça fait partie de la sécurité collective. Absolument, absolument. C'est ce que M. Drabo disait tantôt, M. Kassoum aussi disait, parce qu'on a vu que la protection, elle est régie par des principes. Voilà, l'éloignement, tant qu'on va mettre des barricades, ça va protéger quoi? Les utilisateurs contre tout danger, contre toute catastrophe. Avec les exemples même des rambades qu'on a pris très récemment. Dans ce cas de figure, ce n'est pas le bâtiment. Est-ce que c'est le bâtiment qu'on protège? Parce que vous avez parlé d'une question morale. Est-ce que c'est le bâtiment qu'on protège? Mais non, ce sont les utilisateurs qu'on veut protéger. Si par exemple on met des barricades, par exemple, pour éviter encore peut-être comment je vais dire ça, quand on attaque par exemple le bâtiment, dans un autre sens, ça peut se comprendre. Sinon, l'objectif, c'est de protéger en tout cas les différents travailleurs. Autre question, sinon on va aller très rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc, je remets encore un autre support pour que vous arriviez à voir que un support d'induction, c'est en fonction donc, des réalités donc, de toute entreprise. Voilà, donc chez nous, on a le message clé donc, du PDG lié à la santé et sécurité, bien sûr. Nos différentes politiques PSE qu'on a, les différents ports de pays, les notes d'interdiction, voilà, le périmètre. Donc, tout dépend en réalité donc, de ce que vous voulez mettre en signé voilà, dans votre support. Et d'une entreprise à une autre, peut être différent. Mais vous voyez que de façon générale, c'est à peu près donc les mêmes éléments. Et pour les prestataires, parce qu'on veut vraiment qu'ils respectent nos procédures, on met des clauses pour qu'ils sachent que même si pendant leur activité, si nos procédures ne sont pas respectées, tout travailleur a le droit d'arrêter le travail et de leur retirer même encore le marché s'ils ne respectent pas nos procédures. Donc, voici un peu quand on parle d'induction, donc, on continue avec la minute de sécurité. Donc, c'est un petit support, donc on pourra lui aussi terminer avec. Donc, l'induction, on avait dit c'est la porte d'entrée. On va former, on va discuter avec les gens, le dire, donner l'information, donc, tout ce qui est comme procédure ou toute autre information utile à nos yeux pour que leur séjour se passe bien. Parce qu'une fois que
s'ils sont sur notre site, nous sommes responsables donc de leur sécurité. Maintenant, on répond encore toujours par le principe de quoi? De la sensibilisation que la loi nous impose. Et comment on va sensibiliser les gens? C'est à travers la minute de sécurité. Induction, première porte d'entrée pour les accueillir. Maintenant, la minute de sécurité, de façon répétitive, on va s'entretenir avec eux, peut-être chaque jour, peut-être chaque 2 jours, peut-être chaque semaine, pour les maintenir dans cet éveil de sécurité qu'on parle depuis. Donc, quand on parle de minute de sécurité, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça répond toujours au même principe donc, de la loi. La minute de sécurité, elle a plusieurs appellations. Et en tant qu'HSE, nous devrons connaître toutes ces appellations. Parce que souvent, ça arrive fréquemment, même souvent dans des entretiens, souvent on arrive à voir ces différentes erreurs. Le HSE, il est habitué par la minute de sécurité. Il arrive, on dit c'est quoi le meeting prestat? Et il est là, il ne connaît pas. Et c'est quand il sort, il dit, qu'on m'a posé une question, on m'a demandé meeting prestat, c'est quoi? On dit non, mais c'est ça, on appelle minute de sécurité là. Et là, il voit qu'il a perdu. Voilà. Donc, ailleurs, ça pourrait aussi. Donc, il y a plusieurs. Donc, il faut vraiment qu'on connaisse toutes ces appellations. Donc, la minute de sécurité, le cadre de sécurité, quand on parle de cadre, généralement, c'est 15 minutes. Donc, on peut l'appeler aussi la minute de sécurité. La causerie sécurité, le meeting prestat ou le toolbox. Donc, en fonction encore des réalités, chaque entreprise aussi a la possibilité d'appeler comme il veut. Chez nous, on l'appelle mardi sécurité parce que c'est chaque mardi qu'on tient cette rencontre-là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une courte réunion qui se veut être dans un cadre informel parce qu'on peut utiliser ce cadre-là pour donner des informations utiles. Au lieu, par exemple, d'aller voir tout le monde, mais comme ils sont rassemblés, on peut passer par là pour les informer. Donc, dans un cadre informel et aussi comment participatif. C'est-à-dire, c'est une interaction, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue où une personne il lit ce qu'il a écrit et il va. Non. On donne ce qu'on veut discuter et ensemble maintenant, on discute de façon participative. Donc, elle a pour but d'échanger avec les salariés sur une thématique ciblée autour donc de notre domaine qui, à nos yeux aussi, sont importants ou encore peuvent influencer donc nos différentes statistiques. Donc, la causerie va commencer généralement par une courte présentation du thème ou de la règle donc abordée. Ensuite, tout le monde est libre de participer. Pourquoi organiser un cadre de sécurité? Parce que déjà, le cadre de sécurité, il permet donc, c'est un très court laps de temps, 15 minutes pour certains, 10 minutes pour d'autres, 5 minutes même pour d'autres encore, de sensibiliser le personnel à votre culture sécurité. Ça permet de les inculquer les bons comportements adoptés pour limiter les accidents, identifier les situations à risque, passer des consignes même importantes pour l'équipe qui monte peut-être et communiquer des informations d'ordre général. Donc, naturellement, si on a des activités où très fréquemment on a observé certaines non-conformités, le lendemain qui suit, on peut utiliser un thème qui va dans ce sens-là pour lever même l'éveil de conscience même des travailleurs. Ah, aujourd'hui, on doit travailler on doit faire le travail en hauteur, donc on va parler de ça dans notre cadre de sécurité. Pour qu'avant même qu'ils commencent, ils sont déjà informés des risques auxquels ils seront confrontés lorsqu'ils seront en train de faire le travail en hauteur. Comment mettre en place donc un cadre de sécurité efficace? Il faut préparer le cadre de sécurité. Et là aussi, tout dépend donc d'une entreprise à une autre. Voilà, elle est beaucoup plus dynamique. D'une entreprise à une autre, le HSE, il est responsable déjà de l'organisation, ça relève de son département. Maintenant, la planification, il peut soumettre la planification au planificateur. Dans quel sens? Où ce sont eux déjà, si ils doivent tenir déjà le cadre tous les jours, ou encore peut-être chaque 2 jours, ils vont définir la fréquence. Ensuite, est-ce que c'est le HSE qui sera habilité à pouvoir animer tous les cadres de sécurité? Ils vont en discuter. Ou encore, est-ce qu'on va utiliser n'importe quel travail en fonction donc, du besoin pour pouvoir animer le cadre de sécurité? Donc, tout ce programme-là donc, doit se faire au préalable. Ensuite, maintenant, ceux-là maintenant qui seront amenés à pouvoir faire la présentation, soit c'est à nous à chercher en tout cas de leur montrer comment ils doivent pouvoir être amenés à le faire, ou si c'est nous-mêmes,
On doit identifier au préalable les différents thèmes, par exemple, qu'on va discuter, par exemple, dans le mois, sur 2 mois, sur 6 mois. Et en fonction maintenant du jour, on pourra maintenant se préparer pour pouvoir structurer. Pourquoi on a mis l'induction et la mesure de sécurité dans notre programme? Parce que sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Déjà que c'est un exercice déjà qui, qui doit montrer aussi que les personnes même ont cette capacité-là de pouvoir se tenir même en public. Donc, à la question de l'oratoire. Donc, si quelqu'un n'a pas cette habitude-là, venir s'arrêter encore devant plus de 20 travailleurs déjà, voilà, c'est compliqué. Donc, on met en place déjà ce module-là, préparer les gens, pour les montrer de façon préparée, inopinée comme pas. Si on le dit en tant qu'HSE, présenter une minute de sécurité sur un thème, ils sauront directement préparer ça dans les têtes dans l'immédiat et discuter. Parce qu'on a vu que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, participatif, mais dans un cadre aussi comment informel. Donc, il est pertinent d'organiser une réunion préparée en amont et elle va se reposer généralement donc, sur votre contenu, sur votre préparation que vous avez fait donc, au préalable. Alors, on peut créer des supports, tout dépend encore de chaque entreprise. Si pour vous, votre minute de sécurité, ça se tient dans un bureau fermé, une projection, un support visuel, voilà. Donc, c'est à vous de préparer ces supports en fonction des thèmes. Donc, si pour vous, sur un site de cadre, ça se fait déjà sur un cercle fermé, voilà, dans une vue qui est carrément dégagée, où tout le monde est arrêté, là, c'est une discussion rapide. Voilà, c'est en fonction donc de vos réalités que vous allez adapter donc le contenu. Alors, la première étape déjà, c'est de favoriser l'écoute. Qui dit échange, il faudrait que l'information que vous voulez partager là, votre auditoire est capable donc de vous écouter par l'attention que vous allez apporter. Ensuite, de vous comprendre sur l'enjeu lié donc au thème que vous voulez aborder. Donc, pour pouvoir instaurer un climat d'écoute directement, chacun a sa méthode. Il y a des gens, par exemple, qui passent par des blagues pour détendre, pour capter l'atmosphère, pour capter l'attention donc de tout le monde, pour détendre l'atmosphère. Tout le monde commence à rire et ça les permet donc de se concentrer sur l'animateur. Par contre, il y a d'autres aussi qui sont beaucoup plus concentrés avec le sérieux. Quand il vient, on dit le chef, lui, là, il ne sourit pas. Donc, quand il vient, tout le monde est obligé, tout le monde est directement concentré. Donc, l'un dans l'autre, tant que l'auditoire, l'attention de l'auditoire est captivée, c'est ça le plus important. Ensuite, une fois que on a réussi à tirer leur attention, maintenant on va poser maintenant le problème, soit le thème qu'on va aborder, soit partant d'un constat. Par exemple, hier, on a vu que vous étiez en train de faire votre inspection, vous avez vu que des travailleurs, par exemple, sont en haut, ils n'ont pas porté l'armée. Donc, pour ce cadre de sécurité-là, où vous allez discuter, donc vous pouvez passer de ce constat-là. Hier, pendant notre inspection, on a remarqué que des travailleurs étaient en hauteur sans harnais. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter réellement du port d'harnais. Voilà, c'est une manière donc d'introduire le sujet, par exemple, ou encore vous parlez du sujet et ensuite vous revenez maintenant dans les détails. Donc, une courte présentation afin d'accorder aux employés donc, sur les différentes réalités. 3, il faut capter l'attention pour trouver ensemble des solutions. Donc, on a introduit le problème. Donc, on va parler donc du travail en hauteur. C'est quoi le travail en hauteur? On a dit déjà participatif. Donc, les gens vont dire le travail en hauteur, c'est ça. Le travail en hauteur, c'est ça. Le travail en hauteur, c'est ça. Quels sont les risques liés au travail en hauteur? Mais dans le langage, bien sûr, parce que le HSE doit avoir cette capacité-là de pouvoir s'exprimer en fonction de son auditoire. Il sait qu'il est dans un environnement où le directeur est là, tout le monde est là, les chefs sont là. Même l'ouvrier qui n'est pas là à l'école aussi est là. Donc, c'est de diluer son français en prenant des exemples simples. Nous, de la même manière qu'on voit risque, danger, ils ne vont pas les voir de la même manière. Donc, eux pourront parler des conséquences, etc. Donc, l'un dans l'autre, si l'objectif atteint, c'est le plus important. Donc, quels sont les risques? Ils vont dire, ah, on peut chuter, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ce que vous venez de citer là n'arrive? Ils vont dire, non, il faut qu'on porte le casque, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, pendant qu'ils disent ça, 5 minutes après, ils doivent reprendre leur tâche. Immédiatement, ils savaient déjà à quoi ils devraient être confrontés pendant l'exécution de leur tâche. Et ils savent en même temps encore quels sont les différents équipements qu'ils doivent, les bons comportements qu'ils doivent adopter pour pouvoir travailler donc en toute
sécurité. Donc, il faut capter l'attention pour trouver ensemble des solutions. C'est eux, on a dit participatif. Normalement, c'est eux. L'animateur, c'est celui-là directement qui va animer l'échange. Mais pas que ça, tout doit sortir de lui. Non, il anime l'échange pour que l'expérience des uns puisse profiter aussi aux autres. Donc, à partir de l'expérience, il va inviter les employés à discuter. Peut-être d'autres vont dire, ah, chef, il y a des difficultés chez nous, il n'y a pas si, les harnais là ne sont pas bons. Ça permet encore de rediscuter. Ils vont dire, ah, l'harnais là n'est pas bon, donc c'est ce qui fait qu'on ne s'accroche pas. Donc vous aussi, vous allez dire, ah, ok, nous aussi, on va essayer de voir dans quelle mesure, etc., pour discuter, pour que les avis des uns et des autres soient pris en compte, pour améliorer déjà le cadre de travail sécuritaire qu'on recherche. Donc, quels sont les avantages donc, du cadre de sécurité? Donc, c'est une réunion elle-même, elle doit être rapide. Voilà, elle ne monopolise donc pas les équipes qui durent une courte période. La causerie est ainsi peu coûteuse. Donc, lors de ces cadres de sécurité, les avantages entre salariés sont encouragés et favorisés. Et ça crée encore un climat d'écoute où l'équipe même est beaucoup plus renforcée. Parce que le matin, si c'est à 7 heures, par exemple, 7 heures, ils sont là avant l'animateur, ça se discute, ça se taquine, ça permet de stimuler même l'effet du groupe. Et souvent, tu peux être dans un lieu de travail où tu fais, par exemple, une semaine, tu n'arrives pas à voir d'autres personnes, mais c'est le cadre de sécurité où vous revoyez, vous discutez. Donc, c'est vraiment très, très important. Et comment savoir si notre cadre de sécurité a réussi? Déjà, vous allez voir que pendant la causerie, les gens ne voudront même pas que ça s'arrête parce qu'il y a l'ambiance qui va avec. Les gens se sentent intéressés, se sentent considérés par ce qu'ils disent, parce qu'ils participent. Mais lorsque vous êtes là, c'est à un seul sens. Les gens sont là, ils sont pressés, ils sont distraits, ils veulent simplement que ça finisse pour qu'ils aient la paix pour rentrer chez eux. Sinon, quand c'est réussi, les gens même vont finir, vont vous dire, ah, vraiment, c'était bien, le thème là, c'était bon, etc. Il faut reconduire encore le thème le jour suivant, etc. Vous-même, vous sentez que vraiment, ce que vous avez fait, c'était bon. On aurait un exemple, par exemple, sur notre site de la minute sécurité. Voilà. Ce qu'on arrive à voir, hein. Vidéo. Ah, ça se passe pas. Ah, bon. Donc, je vais voir celui-là aussi. Ah, donc, et on a un problème. On ne peut pas lire la vidéo. Dans les séances passées, quand même, on pouvait lire la vidéo. Bon, on n'arrive pas à lire la vidéo. D'accord. On a des difficultés à lire la vidéo, donc on pourra passer par la suite. Donc, voici un peu ce qu'on devait discuter donc, pour ce qui est du cadre de sécurité. Donc, en même temps, ça permet déjà aussi d'intégrer ce plan de prévention là qui est en recherché, que ce soit l'induction ou la minute sécurité. Mais l'induction, lui, il est au début, la porte d'entrée, et c'est le cadre de sécurité maintenant qui va maintenir cette veille sécurité-là de façon continuelle et de façon répétitive. Questions? Sinon, on a fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour le cadre de sécurité, de la même manière comme pour l'induction, il faut garder des traces. Lorsqu'on commence la causerie, pendant que les gens sont rassemblés en même temps, on fait passer la liste de présence pour que les gens arrivent à s'inscrire. Ça permet aussi de montrer que ce sont des choses qui sont très importantes pour les HSE, ça garde des traces. Et ça permet de responsabiliser toute personne parce que vous allez parler du travail en hauteur, du bon comportement adopté. Et si la personne va, par exemple, il ne porte pas l'arnais qui tombe, la première question, on va demander est-ce qu'il a fait le cadre de sécurité. Donc, ça signifie qu'on l'a averti de ce qu'il doit avoir comme bon comportement. Il n'a pas respecté la procédure. Et quand c'est comme cela, ça protège l'entreprise, ça protège donc le HSE. Donc, il faut toujours garder des traces. Sur un site, souvent ça ressort beaucoup. Ceux qui doivent utiliser, prendre des photos, les HSE ont cette possibilité-là. Donc, vous pouvez prendre des photos aussi. Vous pouvez les consigner donc dans votre rapport
Donc, on est autorisé à pouvoir les faire. Liste de présence, photo toujours. Question. Donc, sur la clé, vous allez voir directement un contenu avec un ensemble donc, de thèmes. Voilà. Donc, liste des thèmes santé-sécurité, par exemple. On en a plusieurs. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter, par exemple, des dangers liés à la poussière pour notre matière sécurité. Donc, vous allez venir, ils sont rassemblés, ils vous attendent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Votre matinée, j'espère que ça s'est bien passé. Soit on va commencer pour stimuler même, pour capter l'attention, on va commencer par des petits étirements. On lève les pieds, on lève les mains. L'ambiance, tout le monde commence à sourire. Donc, aujourd'hui, on va discuter donc des dangers liés à la poussière. La poussière, là, sur notre site, là, c'est où il y a la poussière? Les gens vont dire, ah, ici, il y a la poussière, ici, il y a la poussière, la poussière. Mais est-ce que la poussière, là, est-ce que c'est bon pour nous? Quand on respire la poussière, là, on peut avoir quoi? En français facile, terre à terre. Les gens vont dire, non, quand on respire la poussière, on a le rhume, on tombe malade, on fait ci, on fait ça. Donc, quels sont les bons comportements qu'on doit pouvoir avoir pour éviter que ce qu'on vient de citer là n'arrive? On dit non, il faut qu'on porte le masque. Et puis on dit non, chef, le masque là même là, quand on va en demande là, on ne nous donne pas souvent. Ou encore le masque là même n'arrive même pas à nous protéger parce que, voilà, en ce moment, ça permet aussi d'indexer aussi certaines personnes. Vu que tout le monde est rassemblé, en même temps, les HSO aussi vont dire, ah ok, donc à notre niveau, on va essayer aussi d'améliorer, soit de disponibiliser même le masque, on va essayer aussi d'apporter encore plus de contenu, etc., etc. Et ça stimule. Donc simple, concis, bien précis, et à la fin, tout le monde comprend. Donc, c'est des choses qu'on met en place. Et puis, à n'importe quel moment, en tant qu'HSE, si on vous demande, prenez un thème, sensibilisez les gens, vous savez comment le structurer, partant de la définition, les risques liés même à ce thème-là, et aussi des solutions qu'on va prendre pour éviter, les mesures préventives correctives qu'on va mettre en œuvre pour éviter que les risques cités haut-là n'apparaissent. Donc, on a un ensemble de thèmes. Pour ceux qui suivent en présentiel, à partir déjà de ce module, chaque cours qui vient, on demande au moins un volontaire ou deux volontaires déjà qui doivent se préparer. S'ils savent que ce samedi, ils, ils vont animer le cadre de sécurité. Donc, on fait une simulation dans un contexte réel où eux-mêmes sont les animateurs et ils nous induisent, donc on discute, on cause, voilà, sur un thème qu'eux-mêmes ils auront choisi. Donc, en ligne, souvent, c'est un peu difficile à cause du temps. Et aussi, souvent, aussi, généralement, bon, de ceux qui reçoivent des cours, c'est souvent de la nonchalance. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on peut tenter avec cette cohorte-là aussi. En ligne, ceux qui vont se connecter très tôt, un volontaire, il prend et vous laissez avec. Et pour une question, allez-y. Sinon, merci de fermer votre micro. Oui, voilà. Et bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur Merci Kassoum. beaucoup. Voilà, ok. Voilà, moi, je voulais poser une question Oui, allez-y. en ce qui concerne encore le cadre de sécurité. Oui, Comme vous avez eu à dire précédemment que, bon, apparemment chez vous, le quart d'heure de sécurité est observé chaque mardi, si j'ai bien compris. oui. Bon, ok. Bon, moi, maintenant, ma préoccupation, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une cadence pour observer le quart d'heure de sécurité? Est-ce que ça doit être journalier, ou semestriel, mensuel, ou bien c'est en fonction des situations qui se présentent ou des problèmes du moment? Est-ce qu'il y a des cadences appropriées pour observer le quart d'heure de sécurité? Ou bien chaque montée et chaque descente, ou vraiment la cadence appropriée, quoi? D'accord, merci, monsieur Kassoum. Très, très bonne question. Très bonne question. Alors, donc, le cadre de sécurité s'adapte ou s'applique en fonction aussi des réalités de chaque entreprise et surtout en fonction du niveau de risque d'exposition auquel les travailleurs sont exposés. Donc, vous prenez par exemple d'un environnement à un autre, par exemple, ce ne sont pas les mêmes risques. Mais si, par exemple, on fait des rotations, l'équipe qui était là de 6-14, par exemple, ils rentrent à la maison. Donc, ceux qui vont monter de 14-6, ils reviennent. Donc, ils sont encore à nouveau exposés. S'il y a le besoin et que vous estimez que le niveau de risque est beaucoup plus élevé, c'est obligé de pouvoir faire. Le cadre de sécurité, c'est obligatoire. Mais obligatoire, pas de réglementation qui dit
ou dans un article, on dit c'est obligatoire de tenir le cadre de sécurité. Non, mais c'est obligé dans les entreprises, en tout cas, de tenir en tout cas ce qu'on appelle le cadre de sécurité. En matière donc de fréquence, tout dépend encore de l'entreprise, d'une entreprise à une autre. Donc, tout dépend de vos réalités. Chez nous, par exemple, c'est une fois par semaine parce qu'on a beaucoup de procédures qu'on a mis en place. Parce que l'objectif du cadre de sécurité, c'est de maintenir les gens dans la veille sécurité, soit par rapport à un point qui est beaucoup plus fréquent. Sinon, si, par exemple, qu'on a observé, on voit que, par exemple, les gens ne respectent pas la limitation de vitesse, on va dire, tiens, il faut qu'on parle ça le mardi prochain. Donc, pour nous, c'est chaque mardi. Mais il y a d'autres environnements en mine, par exemple, c'est tous les jours, en fonction de chaque groupe, de chaque département, de chaque montée. Donc, il y a toute une équipe qui est organisée pour pouvoir maintenir cette veille sécuritaire. Donc, voici un. Ok, d'accord, ça va, très bien compris. Merci beaucoup pour l'explication. Merci, M. Kassoum. Donc, vous pouvez arriver dans une entreprise où il n'y a pas le cadre de sécurité. Parce que c'est des choses qui sont obligatoires, comme je le dis, mais il n'y a pas, la loi ne dit pas que telle fréquence, il faut faire le cadre de sécurité. Mais c'est à vous déjà de pouvoir arracher, parce que ce sont des minutes. En entreprise, chaque minute est coûteuse. On nous dit de faire 8 heures pour chaque travailleur, 40 heures par semaine. Si on prend le salaire de chacun divisé par ces 8 heures-là, on arrive à voir directement chaque employé payé à combien par minute. Donc, quand vous retirez 15 minutes sur chaque employé multiplié par le nombre d'employés, c'est beaucoup pour une entreprise. Donc, ça se négocie souvent. Quand vous arrivez dans une entreprise où il n'y a pas ça, c'est à vous de leur montrer quel est le bien fondé. Pourquoi on doit mettre en place le cadre? Qu'est-ce que l'entreprise, s'ils pensent que, par exemple, ils vont perdre du temps, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Quand ils voient leur intérêt dessus, l'administration donc met à votre disposition ce temps. Donc, c'est très obligatoire. Je partage en même temps une expérience d'un de nos des cohortes passées qui, qui était dans une entreprise. Donc, il a voulu, avec ce qu'il apprenait un peu, proposer pour une entreprise donc, de forage. Donc, il a dit au premier responsable, ah, vraiment, moi, je souhaite en tout cas chaque jour animer un thème. Le patron a dit, ah, vraiment, lui, ne peut pas céder 10 minutes parce que en matière de foration, les mètres sont comptés. Donc, lui, il ne peut pas. Il dit, OK, mais quand même, il faisait l'effort de faire à l'insu même du patron. Et ils sont allés sur un site, une foreuse, ça chauffe pendant l'utilisation et il y a tellement de risques d'incendie. Et ce jour, il a discuté sur comment utiliser un extincteur. Et bizarrement, quelques minutes après, pendant leur activité, il y a eu un départ de feu. Heureusement qu'il avait fait ça au préalable. Donc, ils ont su utiliser l'extincteur pour pouvoir éteindre, arriver à maîtriser ce départ de feu. Donc, quand ils arrivent à la base, les gens expliquent au patron ce qui s'est passé. Ils ont dit, ah, c'est parce que même monsieur qu'on il nous a sensibilisés le matin avant de commencer. Et le patron commence à comprendre que, attention, que 15 minutes, c'est beaucoup plus coûteux, mais quand même, si c'est négligé, il peut perdre tout son investissement et ça peut arrêter toute la continuité de son entreprise. Donc, il finit par dire, ah, à partir d'aujourd'hui, même si tu veux au-dessus de 15 minutes, je te l'accorde parce que c'est très important. Vous allez investir dans une grue, dans un équipement qui est à hauteur de 200-300 millions. Souvent, vous allez prendre un prêt pour le faire. Si un incendie ravageur vient détruire votre équipement, c'est très compliqué. Si, par exemple, vous êtes en train de travailler, le HSE décide d'utiliser un thème, par exemple, sur le secourisme, les gestes de premier secours, ça peut permettre, par exemple, d'éviter la mort d'un individu. Donc, c'est très important. C'est à vous d'arriver à convaincre l'administration. Vous dites que c'est important et ensuite, ils vont vous céder. Sinon, ça ne se cède pas comme ça. Alors, la liste de présence, chacun peut concevoir sa liste de présence comme il l'entend. Et donc, quand on voit en entreprise, tout ce qu'on signe, il faut faire attention parce que ça nous responsabilise. Rapport journalier donc de la réunion, la date et l'heure, sujet du thème à aborder. Vous voyez ce qui est écrit, on dit, en signant, nous reconnaissons avoir reçu et compris les informations qui nous ont été données lors du meeting, avant le démarrage des travaux. Donc, ça signifie, ça vient maintenir la veille sécurité. Si on a parlé du casque et par la suite, tu n'as pas porté le casque, ça signifie que tu ne respectes pas les procédures et on peut te sanctionner. Nous confirmons mettre en place les conseils reçus.
Donc, tous ceux qui vont assigner, qui seront présents, ça signifie qu'ils doivent, c'est obligé pour eux de respecter tout ce qui a été dit. Donc, s'il y a un problème, ça protège qui? Le HSE. Donc, c'est obligatoire pour toute personne. Donc, pour ne pas jouer sur le temps, dès que vous commencez à aborder, vous faites passer la liste de présence. Chacun écrit ici. Maintenant, si vous voyez que dans votre entreprise, c'est toujours les mêmes employés, vous imprimez directement avec leur nom. Là, ils viennent simplement, ils signent. Donc, c'est à chacun d'adapter en fonction vraiment de ses réalités, quoi. Donc, et puis, il faut bien garder les rapports journaliers. Il faut toujours bien les garder, les archiver par mois en fonction des thèmes. C'est-à-dire créer des fichiers numériques et aussi des archives, même papier. C'est très important. Dernièrement, j'ai un ami qui est en Côte d'Ivoire qui est sur un projet de construction. Il a perdu son emploi pour ça. Parce que le bailleur de fonds est venu, c'était la BAD. Ils sont arrivés, ils ont les exigences à travers le cadre environnemental et social. Donc, ils ont observé beaucoup de non-conformités. Ils sont allés demander au travail. Les travailleurs disent, eux, on ne les sensibilise jamais sur les thèmes de santé, sécurité ou environnement. Donc, eux, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils font. On demande au HSE, mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu les sensibilises? C'est là la question. Donc, chacun en entreprise, surtout le métier d'HSE, il faut toujours garder des preuves. Photo, écrit. Photo, écrit. Donc, on lui dit simplement, le chef projet lui demande, envoie la liste qui prouve que tu maintiens tous les jours le cadre de sécurité. Il ne fait pas de liste, c'est des choses qu'il néglige. Donc, il dit qu'il arrive, il va au bureau, il met la climatisation, même dans la climatisation, il transpire, il s'enferme, on l'appelle, il trouve des excuses, et par la suite, on a compris qu'il ne faisait pas. Donc, ça signifie qu'il ne fait pas son travail. Et il a perdu son emploi pour ça. Donc, que ce soit l'induction, même une petite sensibilisation, 2 ou 3 personnes, il faut toujours garder des listes de présence. Parce que demain, ça peut vous protéger. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on a fini les, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'induction et la minute sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Questions sur l'induction, la minute sécurité ou encore... Bonsoir. oui, allez-y. Oui, pour moi, quels sont les masques adaptés au niveau des mines à ciel ouvert? D'accord, merci Monsieur Mamadi. Quels sont les masques adaptés pour les mines à ciel ouvert? Donc déjà, le masque, c'est un équipement de protection individuelle. Donc le masque va s'adapter en fonction du risque, comme on l'a vu dans la définition de l'équipement de protection individuelle. Si on veut utiliser un masque contre la poussière, en matière de poussière, tout dépend. Le coup passé, on avait parlé déjà des équipements de mesure. Il y a des mesures qu'on fait directement qui vont permettre de voir on a quel type de poussière ici. Parce que dans le métier, on arrive à voir que poussière n'est pas poussière, si on veut le dire ainsi. Donc, on mesure les particules fines qui sont répandues dans l'air. Donc, il y a des capteurs, dans les campagnes de mesure, on fait ça, on met des capteurs et ensuite, on va voir la quantité qui va se déposer sur les capteurs pour voir pour les analyser. Donc, il y a les particules fines. Vous allez voir directement, il y a certains qui sont très petits, très fines, les 2,5, et il y a les PM10, donc particules fines, PM10. Il y a d'autres aussi, c'est 2,5. Donc, les particules qui sont très fines, par exemple, il faut un masque qui est beaucoup adapté pour pouvoir les retenir donc, sur les bords du masque. En ce moment, c'est les FFP qu'on utilise. Les FFP, on a les FFP1, on a les FFP2, on a les FFP3. Le FFP1, il est beaucoup plus adapté pour les PM10, les grosses particules, parce que eux, directement, ils ne sont pas plus conçus pour les petites particules. Les petites particules ont cette capacité-là de pouvoir infiltrer même le masque. Vous allez voir les masques qu'on achète en ville. Souvent, quand vous arrivez dans une zone, par exemple, vous voyez que carrément, ça ne retient pas. Vous sentez même la poussière même sur votre visage, dans votre bouche. Ça signifie que vous faites face, par exemple, à des particules très, très fines. Donc, ce n'est pas adapté. On va dire qu'il a porté le masque, mais ce n'est pas adapté. Donc, lorsque maintenant, on a des particules qui sont très, très fines, on va utiliser les FFP3. Et ils sont bien adaptés en fonction de leur résistance, de leur structuration, plutôt de leur conception même. Ils sont adaptés à pouvoir retenir les plus fines particules. Donc ça, c'est un peu au niveau. Sinon, il y a beaucoup de marques. Mais généralement, ce sont les FFP
qui sont les plus utilisés. Donc, si c'est d'autres types de gaz, par exemple, si c'est d'autres types de gaz aussi, on regarde en fonction donc, du besoin, en fonction de sa spécificité et on achète aussi le masque. Donc, voici un peu les éléments de réponse pour M. Mamadi. Autre question? Voilà, ok, vraiment, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Merci beaucoup, M. Bado. Merci, M. Mamadi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, on dit souvent, qui ne dit rien consent. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'espère en tout cas, pour ma part, que les objectifs quand même au niveau de chaque personne sont atteints. Voilà, que ce soit sur l'induction, sur la menue de sécurité, et qu'on arrive vraiment à faire la différence entre l'induction et la menue de sécurité. Parce que souvent, même dans les discussions, on voit que beaucoup font cet amalgame-là entre l'induction, ils confondent l'induction et la menue de sécurité. C'est très, très différent. Et chacun a son utilité, mais les deux contribuent donc à la prévention sur le lieu de travail. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, le prochain rendez-vous, c'est jeudi. En même temps, je profite de donner aussi une information à notre camarade, M. Bassolé, qui suit en présentiel, qui, qui a son fils qui a été victime d'un accident de circulation avec quelques fractures. On va publier même dans le groupe. Donc, c'est aussi une invite pour que nous aussi, ce qu'on apprend, ça ne doit pas être circonscrit forcément dans notre cadre professionnel. Il faut que ça parte au-delà. Il faut sensibiliser à la maison sur les risques, sur les dangers, pour que toutes nos familles arrivent quand même si c'est difficile, à pouvoir mettre en place ce qu'on souhaite. Parce que quand il y a blessé, quand on le veut ou pas, on est impliqué. S'il y a mort, qu'on le veuille ou pas, on est impliqué. Donc, il faut qu'on soit déjà des modèles. Et aussi, mais il faut aussi qu'on on sensibilise, surtout quand on est en décembre. Donc, je vais profiter, vous souhaiter une très bonne soirée. Bon début de décembre, surtout. Donc, prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous jeudi pour ceux qui sont en ligne. Vraiment, merci beaucoup. Et bonne soirée à vous, monsieur. Bon rétablissement surtout aux malades. Vraiment, que Dieu nous garde tous. Merci. Beaucoup. Merci.